Donc, on va commencer sur la présentation sur l'adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine. Caroline, tu me le diras si je parle trop vite aussi, OK? Tendance des fois. Alors, pendant la présentation, je peux répondre aux questions s'il y a un concept ou un mot qui n'est pas compris. Je ne peux pas répondre aux questions qui commencent par « moi, je » ou « moi, je connais une maman qui ». Je le sais, les marraines, vous aimez bien ça raconter et vos histoires et les histoires de cas que vous avez, mais on ne s'en sortira jamais. On est déjà en retard, donc il faut récupérer 20 minutes. Alors, on va être assez sévère sur le placotage. D'accord? Je vais rester un petit peu à la fin. On va regarder un frein de langue à la fin pour une maman avec qui on jase sur Facebook. Ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Puis je vais rester peut-être une petite demi-heure. S'il y a quelqu'un qui a une question personnelle ou quelque chose, je vais me rendre disponible. Donc, on va juste s'entendre sur un autre petit truc. Ceux qui me connaissent sur Facebook l'ont entendu 1000 fois, celle-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez ce que j'en pense de la promotion de l'allaitement. Donc, ma vision de l'allaitement, c'est la nature, cette grande économe ne fait rien d'extraordinaire. Elle assure simplement la pérennité des espèces. Si on prend à la base que l'allaitement est la norme, il n'y a pas d'avantage à allaiter, il y a juste des risques à ne pas le faire. Donner autant d'importance à un comportement normal, comme marcher, respirer, il n'y a rien d'extraordinaire à mettre un pied devant l'autre. L'allaitement, on fait, c'est extraordinaire, l'attachement, le bébé, c'est meilleur pour sa santé, les bébés allaités sont moins malades. C'est faux! Les bébés allaités ne sont pas moins malades, ils sont malades normales. Les bébés qui ne sont pas allaités sont beaucoup plus à risque. D'accord? L'autre problème avec mettre l'allaitement très haut, c'est que ça rend les préparations commerciales normales. OK? Donc, mettre une plus-value à l'allaitement, les mères y entendent quoi, eux autres? Bien, s'il y a juste les bonnes mères qui allaitent parce qu'ils donnent le meilleur. OK? Fait que là, quand ils ne peuvent pas allaiter, par choix, par nécessité, parce que ça n'a pas bien été, bien, oui, il fait le poche. Mais il fait le poche surtout parce qu'on ne les a pas soutenus, parce qu'on leur a vanté quelque chose d'extraordinaire, puis ils n'ont pas eu le service après-vente, puis ils sont fâchés, puis ils sont fâchés après nous. C'est légitime d'être fâchés après nous. OK? Donc, faites très attention à votre langage quand vous parlez aux mamans. Évitez de parler des avantages de l'allaitement. OK? Parlez de l'allaitement comme manger, boire, autre chose qu'on fait des fois tout seul. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux thèmes. Donc, l'adaptation des nouveau-nés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le bébé une fois qu'il est sorti de l'utérus, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces bébés-là. Celles qui font du prénatal, vous allez avoir plein de trucs à dire à vos mamans. Et ceux pour qui c'est le deuxième bébé, qui ont eu un premier bébé, vous risquez de vous reconnaître. OK? Fait que vous ne ferez pas les mêmes gaffes au deuxième bébé. Donc, qu'est-ce qui arrive quand un bébé est né? Avant qu'il soit au monde, la fonction pulmonaire circulatoire est assurée par la mère. Quand le bébé sort, ces deux systèmes-là se mettent en branle tout seuls. Comme on ne peut absolument pas intervenir là-dessus, on ne va pas en parler. On va parler de l'immunobiologie, de la thermorégulation. Tu m'entends-tu pareil, même si il y a le bébé? C'est bon? Moyen? OK. Donc, on va parler immunologie, thermorégulation et les adaptations métaboliques. Je vous fais un petit rappel. L'utérus est un environnement qui est stérile. L'accouchement, donc, quand le bébé passe par la paroi, le bébé va être colonisé, j'allais dire contaminé, colonisé par les bactéries anaérobiques de la mère, donc les bactéries qui vivent dans son corps. Un coup qu'on met le bébé sur sa mère, le bébé va être colonisé par les bactéries qui sont sur la peau de la mère. Donc, ça va partir son système immunitaire. Première tétée, c'est une dose massive d'anticorps. Donc, ça, c'est un petit bout de notre intestin. Je m'excuse, il a l'air en temps d'acier, là, mais on a quand même des limites sur PowerPoint au niveau des textures. Donc, qu'est-ce qui arrive quand le bébé prend une première tétée? Le colostrum, il va tapisser la paroi intestinale de manière à créer une barrière imperméable. Donc, même s'il y aura un pathogène qui rentrerait dans le corps du bébé, il ne pourra pas passer la barrière.
puis les pathogènes vont être détruits par les anticorps. Le bébé qui ne reçoit pas de colostrum, qui reçoit la préparation, ça va causer des micro-déchirures aussi au niveau de l'intestin, donc des portes-entrées. Fait que le bébé qui ne reçoit pas de colostrum, son intestin va rester perméable, et s'il y a un pathogène qui passe, bien, il peut passer la barrière de l'intestin et contaminer le bébé. Donc, l'urgence à la naissance, c'est que le bébé reçoive du colostrum, pas qu'il soit compétent. Donc, oui, on met le bébé dans l'heure suivant la naissance. C'est pas qu'on met le bébé au sein dans l'heure suivant la naissance. C'est qu'on met le bébé en peau à peau et on y fiche la paix pendant au moins 1 heure. Il y a beaucoup plus de chances d'y aller tout seul. Moi, je ne sais pas, là, mais ce bébé-là, il est tout neuf. Voyez-vous comment il a le nez blanc? Moi, être la mère, je l'aurais mordu. OK? Ça doit faire mal. Et ça, je vois ça tout le temps, là. Tout le temps, tout le temps. Où ça? Ce bébé-là, il y a une prise épouvantable. Donc, ce qui est important, c'est de mettre le bébé en peau à peau, puis laisser le bébé aller prendre le sein. Il y a des bébés qui font 108 minutes, il y a des bébés qui ont besoin de 40 minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe pendant l'accouchement va avoir un impact sur ce qui va se passer dans l'heure suivant la naissance. Donc, une maman qui a passé 17-18 heures sur péridurale avec des narcotiques, bien, il y a des bonnes chances que le bébé soit un petit peu frosté en sortant, qu'il ait peut-être besoin qu'on se calme un petit peu, qu'on lui donne du temps. Hein? Donc, je vous épargne la petite musique absolument pénible de ce film-là. Je pense que c'est aux Philippines, je ne le sais pas. Donc, le massage utérin, c'est le bébé qui va le faire et non... c'est dans un hôpital, hein? C'est pas... Le film a été coupé à peu près de 80 de sa durée parce qu'on ne peut pas passer une demi-heure à le regarder. Là. Il est cute, là. Mais je vous dis, il va finir par le prendre. Et j'ai beaucoup coupé. Si vous voulez le regarder au complet, là, il est disponible sur Internet. Je dois avoir mis les références sur le PowerPoint. Bien, ça dépend des bébés. Il y a des bébés qui sortent et qui sont super pressés, puis il y a des bébés qui sortent puis que... Ça fait quand même 9 mois qu'ils nous en continu, là. Ça se peut qu'il n'ait pas super faim. À peu près, là, c'est ça. Il y a des bébés entre 8 et 40, d'habitude, les bébés vont initier. OK? Dans nos hôpitaux, normalement, ça ne fait pas 5 minutes qu'on l'a mis au sein. Il ne faut pas mettre le bébé au sein. Ce n'est pas la job des infirmières, ce n'est pas la job de la doula, ce n'est pas la job de personne de mettre le bébé au sein. OK? Si vous avez des mamans prénatales, dites-leur que personne ne touche au bébé. On le met sur le ventre de la mère, puis on y fiche la paix. OK? Si les mamans et les bébés ont besoin d'être séparés, on va faire du pot à pot avec l'autre parent. Et on va faire l'extraction manuelle du colostrum, si la condition de la maman le permet. Pendant le travail, l'ocytocine qui a travaillé au niveau des contractions utérines va travailler aussi au niveau des contractions, au niveau des seins. Donc, à la naissance, le colostrum, il est tout là, hyper disponible. Fait que oui, la première tétée, le bébé va avaler. Le premier, il va prendre les 2 seins, puis il va faire gloup, 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 gloup. Mais la mère, ça fait un bout là qu'elle est en contraction, donc le colostrum est hyper disponible. La prochaine tétée, dans 6 heures, là, après qu'il ait fait son dodo, là, il ne va plus jamais avaler comme il a avalé au moment de sa naissance.
OK? Fait que c'est pas que la mère n'a pas assez de lait, c'est fait comme ça, là. OK? La première tétée est très facile pour le bébé. Les autres, des fois, le bébé va prendre quelques gorgées, 5, 7, 10, 12 millilitres, mais la première tétée, il peut en rentrer 30, 40. Donc, ce qu'on voit à la première tétée, puis ce qu'on voit à la deuxième, ça se peut que ça soit différent. Ce n'est pas parce que la deuxième est poche, là. Il faut comprendre ce qui se passe dans le corps de la mère pendant la naissance. OK? Ça va? Donc, extraire du colostrum à la main. Si on le fait dans le tire-lait, c'est parce qu'on en perd plus dans le plastique, tandis qu'à la main, le colostrum, donc, on va en chercher plus. Le massage est super important quand on tire le colostrum, donc vraiment de pousser le plus possible. OK, là, ils vont tricher, c'est du lait que la mère a là, OK? Je suis désolée. Quand on extrait le lait, on met nos doigts beaucoup plus loin. Le colostrum, il faut être sur l'aréole. Ce n'est pas la même technique d'extraire le colostrum à la main que de tirer du lait à la main. OK? Le colostrum, là, on ne va pas le chercher super loin. On le pousse, on le fait descendre parce qu'il est épais, puis on l'extrait délicatement dans une petite cuillère. OK? Là, vous comprendrez que ce n'est pas du colostrum, c'est du lait qu'elle a la mère. Parce que des fois, c'est dur d'avoir des bons films avec, avec une maman qui vient d'accoucher. Donc, la thermorégulation, ça veut dire les mécanismes de maintenir notre température corporelle. Donc, les pertes de chaleur chez le nouveau-né, chez tout le monde, finalement, c'est par 4 mécanismes. Donc, la conduction, la convection, la radiation, l'évaporation. OK? Vous allez tout avoir le PowerPoint. Si vous ne l'avez pas déjà, on peut passer les définitions, hein, ça va? OK. Ce qui est important de savoir, c'est que le tissu adipeux brun, qui sert à produire la chaleur, compte pour 2 à 6 du poids total du bébé. Vous savez qu'on pète une coche à 10. OK, à 10 là, on commence à s'inquiéter, puis là, il faut absolument rentrer quelque chose dans le bébé et ça urge. Donc, c'est important que le bébé reste au chaud. Si le bébé a froid, puis est obligé d'utiliser son gras brun, bien, de toute évidence, il va finir par perdre du poids. C'est un gras qui est hyper lourd. OK? Un bébé qui va être en contact peau à peau avec sa mère va maintenir une température corporelle adéquate. Le corps de la mère va s'ajuster en fonction de la température du bébé. Si le bébé est dans sa couchette ou qu'il est dans le petit plat à roulettes, bien, il n'y a aucun soutien de personne pour sa température corporelle. Il n'y a rien pour l'aider. OK? Donc, si on laisse un petit bébé tout neuf à l'air libre pendant 5 minutes, il peut perdre jusqu'à 2 degrés. C'est énorme pour un petit bébé. OK? Les glucides, c'est le mécanisme des sucres. Ça va pour la thermorégulation? Donc, le bébé, dans le ventre de sa mère, dernier trimestre, il va se faire des réserves de sucre. Pourquoi? Parce que lui est au courant que le colostrum, il y en a quelques jours, puis que la sécrétion copieuse de lait, ça prend 3-4 jours avant d'arriver. Donc, le bébé, il s'est fait des réserves. OK? Si un bébé dépense beaucoup d'énergie, bien, il va dépenser beaucoup de glucose en réserve. S'il dépense beaucoup de glucose en réserve, il risque d'être en hypoglycémie. OK? Donc, il faut protéger et la chaleur, mais il faut protéger aussi le sucre du bébé. Comment on protège le sucre du bébé? En le gardant peau à peau avec sa mère. OK? Donc, vous vous souvenez de ce petit bébé-là? Qu'est-ce qui va y arriver à ce petit bébé-là? Bien, il va utiliser son gras brun pour produire de la chaleur. Il va utiliser sa réserve de glucose pour produire de l'énergie parce qu'il faut vraiment qu'il braille vraiment beaucoup. Donc, ça prend beaucoup de carburant pour hurler comme ça dans la vie. Et il sécrète du cortisol. Donc, des hormones de stress. Qu'est-ce qui va y arriver à ce bébé-là? Bien, il va perdre du poids. Mais ce bébé-là n'a pas perdu du poids parce que l'allaitement ne va pas bien. Le bébé perd du poids parce que les interventions qu'on a faites n'ont pas été respectueuses de la physiologie du bébé.
OK? La jaunisse, il y a eu un moment donné où la jaunisse, là, tout le monde, on était très, très, très avenant de la jaunisse. Après, il y a eu un petit laxisme. Ben non, la jaunisse, pas de trouble, il n'y a pas de danger, c'est pas grave, c'est naturel, c'est normal. Et il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de bébés réhospitalisés. Donc, ça se peut que vous allez voir une remontée des contrôles au niveau de la jaunisse. Okay? Ça va par phase. Hein? À un moment donné, les bébés peuvent perdre 10 là, ils n'ont plus le droit de perdre 10 Des fois, on peut aller jusqu'à 12 mais ça dépend, il y a des modes. Là, je vous avertis, la jaunisse, là, on va commencer à checker ça un petit peu plus. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas de bébés qui sont rentrés assez amochés, avec des taux de bilirubine très, très hauts. Donc là, il va y avoir un contrôle qui va se faire peut-être un petit peu plus... fait que soyez pas surpris. Donc, qu'est-ce qui est normal dans l'ictère ou dans la jaunisse? C'est une ictère qui va apparaître à 24-48 heures de vie. Je vous passe les chiffres, ce n'est pas intéressant. Le bébé va garder un bon état général, puis il ne va pas rester jaune bien plus qu'une semaine. Okay? Fait au bout d'une semaine, on devrait commencer à voir qui est mieux, qui est moins jaune, qui est plus éveillé, qui est plus en forme. Okay? Si ça dure plus qu'une semaine, puis on voit que le bébé ne s'améliore pas ou continue de se détériorer, il faut intervenir. Okay? Donc, les bébés de jaunisse, on va voir un blanchiment des yeux, on peut voir un blanchiment des gencives. La jaunisse, ça commence en haut puis ça descend. Okay? C'est comme la nausée, ça commence en haut puis ça descend. Si un bébé commence à avoir les jambes jaunes, là, c'est un peu inquiétant. OK? S'il est juste jaune en haut, puis il a un bel état général, puis il va bien, on ne s'inquiète pas. Mais si on voit que d'heure en heure, au bout de 48 heures, il est rendu avec les jambes jaunes, il faudrait peut-être penser d'y aller. OK? Pathologique, c'est un ictère qui va apparaître dans le premier 24 heures de vie. Ça, c'est super inquiétant. OK? C'est souvent aussi un problème d'incompatibilité sanguine. Ça peut être aussi causé par un syndrome, une maladie, un problème chez la mère ou chez le bébé. Okay? Ça, généralement, sont super bien pris en charge. Parce que si le bébé développe un ictère dans le premier 24 heures, toute l'équipe va arriver. Donc, ça, c'est ce qui se faisait en Afrique du Sud. Donc, on a un petit bébé qui a besoin de photothérapie. Ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, est-ce que vous voyez la main du bébé? Au lieu de mettre le bébé dans l'incubateur, ils ont déboîté l'incubateur. La mère va servir d'incubateur, puis on va mettre la lampe de photothérapie en haut. La couverte sert à protéger les yeux de la mère, parce que c'est très lumineux. Ah, c'est fin, hein? Mais moi, je suis allée, je ne sais pas quand ça a été fait, moi, je suis allée en, je ne sais plus quelle année, 2009, je pense. Puis, Dr. Berman venait de prendre sa retraite, et puis le département de la néonate, où il y avait les soins intensifs, c'était grand comme un garde-robe. Il y avait 2 incubateurs super high-tech. Puis, la néonate normale, c'était des lits avec des mères en peau à peau. Ils ont changé de directeur. Donc, lui est parti. Bon, bien, ils ont inversé. Fait que, où est-ce qu'on fait le peau à peau? C'est rendu dans le petit garde-robe. Puis la néonate, c'est plein de beaux incubateurs high-tech. Ce qui est triste, c'est qu'il n'y a aucun parent. Et c'est plate, c'est vraiment plate pour Niels, parce qu'il a fait vraiment beaucoup pour les prémas et le peau à peau. Si vous voulez lire son histoire à la maman, c'est vraiment une belle histoire. Le lien est là. Je ne vois absolument pas. Claque. Alors, la balance des fluides, c'est les pipis, les cacas. Vous avez dans votre mieux-vivre un petit cahier, là, un petit pamphlet avec la grosseur de l'estomac, machin, les couches, OK? Oui, regardez, c'est super intéressant. Ce que je veux attirer votre attention, moi, sur la perte de liquide. Une maman qui est sous perfusion, hein, qui prend l'épidurale, va nécessairement avoir une perfusion, un intraveineux avec du liquide. La mère va accumuler de l'eau. Le bébé va accumuler de l'eau. Donc, le bébé va naître avec une surcharge de liquide. Fait que c'est sûr qu'il va perdre un petit peu plus. C'est pas du poids qu'il perd, c'est de l'eau, il s'évapore. Il ne perd pas de poids, il s'évapore.
Mais si on ne fait pas le lien entre ce qui s'est passé pendant l'accouchement, puis après, bien oui, on a un bébé qui va peut-être perdre un petit peu plus. OK? Sans péridurale, c'est en moyenne 142 grammes que le bébé va perdre dans le premier 24 heures, puis avec péri, c'est 226. Donc, rajoutez ça, cet écart-là, plus le bébé qui a froid, plus le bébé qui n'est pas sur sa mère, plus le bébé qui pleure beaucoup, bien, on atteint le 12 en 24 heures. Il arrive quoi? On supplémente. Mais si on avait regardé ce qu'on avait fait avant, qu'on avait réfléchi sur nos pratiques, on se serait rendu compte qu'on aurait probablement pu protéger un petit peu mieux ce bébé-là. Ça fait-tu du sens ce que je raconte? Oui? OK, c'est bon. Parce que des fois, j'ai l'impression que je me perds dans ma tête. Donc, stratégie gagnante pour faciliter le pot à peau. C'est ça, j'ai donné la réponse. Pour faciliter l'adaptation du nouveau-né, évidemment, c'est le pot à peau. Le pot à peau, là, on le fait dans l'heure suivant la naissance, puis après ça, on dit « Ah, on a fait du pot à peau, fait qu'on n'en fait plus. » Non, le pot à peau, là, ça se compte en jours, puis pas en semaines. Hein? Donc, pour faire du pot à peau, ça prend un bébé nu. On va laisser à la couche quand même. Un bébé nu entre les seins nus de sa mère. Un bébé habillé, avec une mère habillée, c'est une chemise avec du pyjama. D'accord? Fait que le pot à peau, c'est de la peau sur la peau. Les lumières tamisées, il faut pensez-y de dire aux mamans de baisser les lumières dans leur maison. Le bébé arrive de l'utérus dans un environnement très sombre. Il faudrait y penser parce que nous, on est assis, on a souvent la lumière dans le dos. Notre bébé, il est là, il est en pleine face. Il fait quoi? Il se ferme les yeux. Okay? Fait que baisser, garder les lumières, tout le temps tamisées. Protéger l'intimité de la dyade. C'est sûr que quand c'est ton premier bébé, tu es super content d'appeler toute la famille et de dire « J'ai accouché, sauf que, est-ce que vous êtes déjà promené les salades dans votre beau-père? Maintenant, ouais. Oui, après, oui. Mais c'est sûr que s'il y a beaucoup de visites qui viennent voir la maman dans les premiers jours, c'est peut-être un peu intimidant d'allaiter. C'est pas parce que on ne veut pas allaiter en public, là, c'est pas ça. C'est que, je veux dire, culturellement, on ne se promène pas les seins à l'air. Pourquoi que tu accouches, puis tout d'un coup, tu devrais avoir perdu ta pudeur? Quoi qu'on en perd une méchante bonne partie. Mais pour certains, ça peut être un peu intimidant d'avoir des gens qui te regardent allaiter quand tu viens d'accoucher, puis tu as l'air poche, tu sais. Quand même, on a l'air poche, là, le premier 24 heures qu'on vient d'accoucher, là. En tout cas, moi, j'avais l'air poche. Je vous le dis. Un environnement calme, ça a l'air de rien, mais si tout le monde chuchote dans la pièce, tout se passe mieux. La job du père, si quelqu'un rentre dans la chambre avec ses gros talons et sa grosse voix, il faut répondre en chuchotant. Si on répond en chuchotant, les gens se calment. Vous essayerez ça avec vos bambins là, qui cherchent une claque pour leur arriver, là? Tu sais, bien désorganisés? Baissez le ton. Criez pas. Vous criez, vous les surexcitez. Chuchotez. Et peut-être qu'on se fait prendre au sérieux dans ce temps-là. Moi, j'ai des ados, hein? Et quand je parle pas fort, ils disent « hop là ». Et c'est le bébé qui initie la tétée, OK? Ça, c'est super important. Donc, les contacts peau à peau, ça fait quoi? Ça fait plus de sécrétion d'ocytocine chez la mère. La sécrétion d'ocytocine, c'est ce qui fait transférer le lait. Donc, la mère peut produire des tonnes et des tonnes de lait, mais si elle est sur le gros nerf, puis elle est toujours dans les adrénalines, elle va avoir un problème au niveau du transfert de lait, elle va avoir un problème au niveau des ocytocines. Là, c'est épouvantable ce que je vous dis. À chaque fois que je le dis, il y a toujours quelqu'un qui me regarde avec des gros yeux, là. On peut faire le même parallèle. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'accouchement, mais c'est l'hormone de l'orgasme aussi. Il n'y a personne qui peut avoir un orgasme s'il se fait violer. OK? Donc, une mère qui est complètement dans les adrénalines, dans la peur, dans l'inquiétude, bon, bien, elle ne va pas sécréter d'ocytocine. OK? Ce n'est pas parce qu'elle allaite que sa glande pituitaire va dire « OK, on va laisser faire les adrénalines, puis on va couler quand même. » Non. OK? C'est des mécanismes plutôt fragiles. Moins de risque d'hémorragie, meilleur attachement mère-nouveau-né. Souvent, on va voir nouveau-né, maman. Le bébé a rarement un problème d'attachement. C'est plus la mère qui peut avoir une difficulté d'attachement parce que
c'est elle qui vient d'accoucher. Okay? Fait que ce qui s'est passé à l'accouchement peut avoir un impact sur ce qui va se passer dans les heures suivant la naissance. Okay? Plus il y a de peau à peau, mieux l'allaitement est réussi. On a un bébé qui est mieux adapté à sa vie extra-utérine, donc c'est un bébé qui ne dépense pas d'énergie, qui n'a pas froid, qui initie la tétée, qui est dans son environnement. Le peau à peau, c'est la niche écologique du bébé, là. Ça, c'est l'habitat du bébé. Il devrait vivre là. Il s'attend à être là, ce bébé-là. Là. Mais pas juste 1 heure après la naissance, comme c'est écrit dans l'IAB ou dans les protocoles. Là. Le bébé de Mme Cro-Magnon, puis notre bébé à nous, c'est le même bébé, là. Génétiquement, là. Fait qu'il s'attend aux mêmes affaires. Un bébé à peau fait beaucoup moins d'adrénaline, donc il est beaucoup mieux organisé. Les deux ont moins mal parce que les deux sont des hormones de plaisir. Le bébé a une meilleure température corporelle. Comme il n'est pas sénère, il a une meilleure stabilisation des glycémies. Et il va être colonisé par les bactéries de sa mère. C'est sûr qu'un bébé né par césarienne qui part avec l'infirmière, il va être colonisé par les bactéries qui vivent dans la salle d'op, dans les corridors, sur les uniformes. Okay? C'est super important que le bébé fasse du peau à peau, même après une césarienne. Puis ça n'a pas besoin d'être tout sur le corps au complet. Là. On a juste besoin de mettre le bébé dans le cou. Donc, les contacts peau à peau, ça gâte les parents, pas les bébés. Aider un nouveau-né à s'adapter à la vie extra-utérine, c'est protéger son homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre du corps. Le corps déteste ça, être déséquilibré. Okay? Donc, l'homéostasie, c'est la faculté de rester en équilibre. Donc, comment on fait? On évite les dépenses d'énergie inutiles. Vous avez l'impression que je radote, hein? Mais c'est parce que d'habitude, si je le dis une fois, ça ne rentre pas. Je le dis 3-4 fois. Procurer chaleur et confort, peau à peau. Assurer un apport suffisant, tétée ou colostrum exprimé. Si le bébé ou la maman a besoin, ils sont séparés pour des raisons valables, parce que des fois, ça arrive, le colostrum, la maman doit exprimer son colostrum, puis à la main. Si vous avez le privilège de faire du prénatal avec vos mamans, enseignez ou donnez des références pour exprimer le colostrum à la main. C'est super important. Je sais qu'ils sont supposés de l'apprendre, mais ce n'est pas toujours enseigné. Souvent, à l'hôpital, ils vont sortir le tire-lait. Okay? Ce n'est pas de la mauvaise foi. Il n'y a pas personne à l'hôpital qui se lève en disant « Tiens, moi, je vais aller scraper un allaitement matin. Okay? » Il n'y a personne qui est comme ça. Mais il y a une conjoncture de facteurs qui font manque de personnel, manque de formation, ta propre histoire personnelle, tes patrons, tes collègues. Donc, il n'y a personne qui est de mauvaise foi, mais il y a bien des allaitements qui sont scrappés par manque de soutien compétent. Okay? Donc, un bébé stable signifie on rentre à la maison. Hein? Et on sait tous, vous avez tous eu des bébés, qu'on est mieux à la maison. Je m'y monte. Oui, je vais l'enseigner. Si je vois les mères en prénatal, je fais presque plus d'accompagnement, mais quand j'en fais, je vais l'enseigner à la mère de le faire. Même si elle n'a pas de colostrum qui sort, on s'en fout. C'est vraiment la technique qu'on veut lui montrer. Si je suis au téléphone, je vais lui donner les vidéos que je vous montre. OK? Si ça contracte, t'arrêtes. C'est pas grave. L'idée, c'est pas d'exprimer le colostrum pour l'apporter. L'idée, c'est que la mère elle ait acquis le geste. Parce que là, si à l'hôpital, il se passe quelque chose, ça ne va pas super, ou on a besoin de sortir un forceps, puis là, on a un bébé qui est un peu amoché, la mère, il faut qu'elle se ramasse, là, puis qu'elle tire son colostrum. Ce n'est pas le temps d'y montrer là. Elle n'est pas réceptive à ce moment-là pour faire de l'enseignement. Puis il faut quand même remettre aux parents une part de la responsabilité de s'informer eux-mêmes et pas de se fier. Okay? Parce que notre culture occidentale a une propension à se laisser faire. Hein? On aime donc ça quand on nous dit quoi faire. Quoique moi, je fais ça aussi. Je ne suis pas payée assez cher souvent pour réfléchir, alors je fais ce qu'on me dit. Mais bon. Donc, selon l'OMS, c'est pour des accouchements qui sont non médicalisés,
et dans des cas d'allaitement exclusif. OK? Ici, un accouchement normal inclut un intraveineux et une péridurale. Ceci est un accouchement naturel au sens, dans la littérature. Pour l'OMS, non. OK? Donc, ces chiffres-là sont vrais, mais pas pour tous les bébés. Pas pour nos bébés. Parce que nous, on a des accouchements extrêmement médicalisés. C'est important de prendre en compte ce qui s'est passé pendant le travail et l'accouchement pour ajuster après, puis moduler un petit peu nos chiffres en disant, bien, ce bébé-là, il va bien, on va regarder d'autres paramètres, puis on pourrait tolérer un 10 Si on voit que le bébé avale, qu'on a une maman qui va bien, on pourrait, si on peut expliquer que la prise de poids est un peu lente ou qu'elle n'est pas ce qu'on aurait souhaité ou que ce n'est pas attendu, bien, on n'est pas obligé de sauter au complément tout de suite. Il faudrait peut-être se questionner sur bien, pourquoi ce n'est pas optimal. OK? Ça, c'est super important. Je sais qu'on voit encore dans beaucoup de littérature 3 semaines reprendre le poids de naissance. Non, 14 jours. Un bébé qui n'a pas repris son poids de naissance à 14 jours, il faut être capable de l'expliquer. S'il est à 2 grammes, on n'est pas obligé de grimper d'un rideau. Mais un bébé qui n'a pas repris son poids de naissance à 14 jours, il faudrait vraiment, vraiment être capable de l'expliquer. Si on l'explique, ça va, puis on intervient, puis on commence à faire quelque chose, on pourrait lui donner un 24-48 heures. Sauf que si on n'a aucune idée de ce qui ne va pas, on intervient. Je vais toujours répéter la question parce qu'on est en captation. Ouais. OK. Donc, la question, c'est juste, là, il faut que je répète, c'est pour la télé. La question, c'est est-ce qu'ici, on prend compte de ce qui s'est passé pendant l'accouchement, pendant le travail et l'accouchement? Poser la question, c'est y répondre. Bien là, je ne peux pas répondre. Moi, je ne suis pas à tous les accouchements de toutes les madames de Montréal. Hein? En effet. Ouais. Donc, on va continuer. Donc, favoriser un bon départ, c'est protéger l'intimité de la diade. Donc, la maman, le bébé, le papa. On peut avoir la grand-maman puis une amie, mais quand vient le temps d'allaiter, on peut demander à tout ce beau monde-là de sacrer son gant. Okay? C'est correct. Si les mères ne se respectent pas, puis n'établissent pas leurs limites, bien, les gens ne vont pas, ils ne la connaissent pas, la limite. OK? Mais là, on ne veut pas le dire, on ne veut pas faire de peine. Tu ne veux pas le dire, tu ne veux pas faire de peine, bien là, je ne chiale pas. Tu sais? Donc, rester dans la pénombre, c'est super important. Multiplier les contacts peau à peau. Pourquoi pas être en peau à peau tout le temps? Stimuler gentiment le bébé au premier signe. On n'allaite pas parce que ça fait 2 heures. On allaite parce que le bébé a démontré un micro d'intérêt à faire autre chose que dormir solide. OK? Puis on n'attend pas qu'il hurle. Une fois que le bébé hurle, il est trop tard. On ne peut plus mettre un bébé au sein quand il hurle. Il faut l'accrocher avant. Puis on le laisse initier lui-même la tétée. Donc, les signes. Je suis désolée de la qualité. Ça date, là, de, mon Dieu, dans mon temps, ça. Ça doit faire 20 ans. J'ai vu ce film-là quand moi, j'ai fait mes cours prénataux. Ma fille a 17 ans. Donc, je ne sais pas si je peux leur repartir. OK. Si ce bébé-là, là, avait été en peau à peau, OK? Bien, il serait rendu au sein. OK? Donc, dès que les yeux bougent, si le bébé n'est pas déjà en peau à peau, on le prend et on le met en peau à peau. S'il est déjà en peau à peau, on peut y flatter le dos, on peut y parler, on peut l'inviter. Ce qui marche bien, c'est qu'on peut faire une petite ligne de lait. Donc, on sort 2-3 gouttes de lait, puis on fait une ligne, puis là, on met le bébé là. Puis le bébé va suivre la ligne. Okay? Je vous le jure, ça marche tout le temps. C'est super cool. Donc, le bébé qui initie lui-même la tétée va se mettre dans un état neurologique
Il n'y a pas vraiment de mots qui existent pour ça, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit neurologue ou a fait suffisamment en neurosciences pour me le donner. Mais en tout cas, moi, je résume ça dans un état neurologique alimentaire. OK? C'est ça qui va le rendre compétent. Le bébé, il est où est-ce qu'il est? Il est où est-ce qu'il s'attend à être? Fait qu'il va faire ce qu'il est supposé de faire. OK? Si on prend le bébé là, on l'emmène au sein, le bébé, il n'est peut-être pas rendu à la même place que vous autres. Il ne sait peut-être pas que c'est l'heure. On prend le bébé, on l'amène ici, on lui donne un petit peu de temps, il va y aller. Okay? Il va initier la tétée. J'ai aucune idée, il est quelle heure, je ne vois rien. 8h moins 5. OK, on va faire une pause parce que là, il y a plein de belles choses à manger. Je trouve ça vraiment dommage que ça se gaspille. On entend aussi beaucoup parler du biological nurturing. OK, le principe, c'est de laisser le bébé prendre le sein de lui-même en position physiologique. C'est souvent un peu couché sur le dos, le bébé comme il veut. En gros, là, ça fait du sens. OK? C'est pas une mauvaise idée de laisser le bébé s'arranger tout seul. OK? Mais si ça fait mal, là, OK? Bon, le bébé a monté, il a grimpé, il s'est installé, puis la mère, elle vous dit « Ah, ça fait mal ». Bien, ce que vous voyez à l'extérieur, là, ça vous dit juste que le bébé, il a la face là, puis il fait quelque chose. Vous ne savez même pas ce qu'il fait, le bébé. Donc, si le bébé, la mère a mal, c'est que le bébé, il se passe quelque chose d'anormal dans la bouche du bébé qui tète. OK? Ce qu'on voit à l'extérieur, ça ne nous donne aucune information. OK? Même les lèvres retroussées, ça nous dit juste que les lèvres sont retroussées. Ça ne nous donne aucune autre indication. Si le bébé a un pyjama jaune, là, ça nous dit que le bébé a un pyjama jaune. Ça ne donne rien d'autre d'information que juste ça. Donc, tout ce qui est recette universelle, mode d'emploi, faites ça là, ça va marcher, c'est sûr, madame. La crème magique, je ne sais pas si ici dans la région, vous avez de la crème magique, mais nous, dans la belle grande ville de Montréal, nous avons des mamans qui sortent d'hôpital avec de la crème magique. La crème de Jack Newman. Alors, nous, chez nous, c'est de la crème magique, ça. OK? Vous voyez l'ironie? Oui. Donc, pour comprendre ce qui cloche dans la bouche d'un bébé qui tète, il faudrait peut-être comprendre ce qui se passe dans la bouche d'un bébé qui tète normalement. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce qui se passe dans la bouche d'un bébé qui tète? Elle a dit, il avale, on entend, je te dis non. La langue va faire une vague. Okay? On va appeler ça le mouvement péristaltique. OK? Donc, je vais vous montrer ce qui se passe dans la bouche d'un bébé qui tète. Là, ça vous prend un petit peu d'imagination. Ça ici, ça va être le palais du bébé, le palais dur, le palais mou. Mon autre bras va être la langue du bébé. OK? Donc, quand j'ouvre ma bouche, je suis comme ça. Le bébé, pour prendre le sein, il doit avancer sa langue et la coper. Est-ce que vous voyez, maman? OK? Je suis là une vraie folle. Je suis désolée, mais regarde, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Donc, le bébé va ouvrir la bouche comme ça, va prendre le sein, l'aréole, et on veut que le mamelon vienne jusqu'ici à la jonction du palais dur, du palais mou. OK? Moyennement, sur mon doigt, puis j'en vois beaucoup de bébés, c'est à peu près ma deuxième phalange de mon index. Jamais mettre un petit doigt dans la bouche de bébé pour vérifier une succion. Un bébé, ça ne suctionne pas. Puis deux, si on met notre petit doigt, on rentre juste le petit bout, puis on a un bébé qui tète en petite bouche. De toute évidence, tout ça, c'est pas bon. Donc, il ouvre la bouche, il fait tac, puis après ça, il doit faire ce mouvement-là. Donc, c'est la langue qui va élever, va écraser les canaux, donc la petite vague, ce que vous dites, c'est vrai, entre le palais puis la langue. Fait que c'est la langue qui vient extraire. Il n'y a aucune succion dans la bouche d'un bébé. Si vous faites un bébé sur votre doigt, puis votre doigt sent tout rouge parce que c'est comme s'il avait fait une sucette, là, ce bébé-là, il a un méchant problème. Oups. C'est pas ça. La tétée, c'est un jeu de pression positive et négative. Donc, quand le bébé est en mouvement, il est en pression positive.
quand il doit déglutir, il y a à peu près, je vous dirais, un deux tiers de la langue va lever. Le bébé va inspirer. Bloque le palais mou va lever, bloque les voies respiratoires, déglutit, referme. Avalez votre salive. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre langue? Vous avez tout poussé sur votre palais avec votre langue pour pouvoir descendre le bas de la langue. OK? Le bébé, il va faire la même affaire que vous autres, sauf que lui, il fait ça à bouche ouverte. Le bébé, il avale de même. Essayez-vous d'avaler, ça ne marche pas. On ne peut pas parce que la larynx va monter. OK? Donc, un bébé naissant a une façon différente. Il n'a pas tout à fait la même anatomie que nous autres, puis il a une façon différente de déglutir que nous. Okay? Puis lui, il a la bouche pleine. Quand il est assis, elle sait dans la bouche, c'est bien dur d'avaler la bouche fermée quand tu as la bouche pleine. Quand même. Donc, est-ce que vous comprenez ce truc-là? Quand le bébé tète, quand le bébé vient pour déglutir, ça, c'est la langue. Bon, le palais mou va bouger, le palais mou va lever un petit peu pour bloquer les voies respiratoires. Puis, le fond de la langue va descendre, le bébé, comme ça, mais le palais mou bouge quand le bébé déglutit. Pas toi, un bébé. Quoique nous aussi, le palais mou va bouger. Donc, le biological nurturing, ce n'est pas un vaccin contre les freins de langue, les réflexes nauséeux, les traumas de naissance, les paléos, les torticolis, les mamelons plats, les effets des interventions pions. Ce n'est pas parce qu'on met le bébé dans ce principe du biologique qu'on dit « Ah, c'est naturel, ça va de soi ». Si la mère a le mal, c'est moi j'entends de la musique. Ah, d'accord, je suis pas en train de venir folle. C'est beau. Ah non, mais là, j'avais vraiment... Oh my God! Phew! Des fois, j'ai des conversations un peu schizophréniques avec moi-même. Donc, s'il y a de la douleur, il faut comprendre l'origine de la douleur. OK? Il ne faut pas dire, ah, bien, tout est beau, la prise est belle, la bouche est grande ouverte, les lèvres sont troussées, bien, vas-y, ma belle, tu sais. La mère, elle vous dit qu'elle a mal, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans la bouche du bébé. Si vous n'êtes pas capable de l'expliquer, trouvez quelqu'un qui va être capable. OK? La vidéo de la déglutition, il n'est pas disponible sur Internet, mais l'explication, elle est dans une formation qui a été, dans une recherche qui a été faite par la gang en Australie là, de Peter Hartman puis Donna Geddes et compagnie là, sur les freins de langue. Parce qu'ils ont fait une recherche super intéressante. Ils ont pris des bébés qui avaient des freins courts, ils ont mis une machine à ultrason dans près du visage, puis ils en ont mis un aussi sous le sein. Puis ils ont filmé les bébés qui tètent avec l'ultrason. Ils ont coupé le frein de la langue, puis ils ont refilmé. Fait que c'est comme ça qu'on sait exactement toute la mécanique de ce qui se passe dans la bouche du bébé qui tète. Ils ont été super fins parce qu'avec l'ultrason, c'était pas un radiologiste, n'a aucune idée de ce que tu vois, c'est juste du gris, du noir, puis du blanc qui se promène. Fait qu'il avait tout retracé, l'anatomie. Donc, on voyait tout le mouvement de la langue, on voyait toute la déglutition, c'était super intéressant. Fait que ce qu'on sait, ce qui se passe dans la bouche d'un bébé qui tète, c'est relativement récent. Est-ce qu'il y a une différence entre les freins courts et les après? Ah oui, oui. Même au niveau du... Puis ils ont eu la brillante idée, il y a du monde brillant sur la terre, ils ont eu la brillante idée de mettre un truc d'ultrason aussi sur le sein de la mère. Fait qu'on voyait le lait, le transfert du lait. Et pour certains bébés, ça passait du simple au double, le transfert de lait, parce qu'on voyait le lait passer, avant et après la frénotomie. OK? Donc, pour revenir au biological nurturing, parce que là, j'allais manquer mon punch. Donc, si vous avez une roche dans votre botte, et je vous dis de changer votre botte de pied, est-ce que je vous aide? OK? Bien, pourquoi vous le dites aux mères, change de position? Une mère qui a mal, vous dites, elle est en football, elle est en ci, elle est en ça. À part changer le mal de place, ça fait quoi? Ça fait rien. OK? Il faut comprendre ce qui se passe. Donc, je vous donne en 1000, ce n'est pas toujours une question de position. La position, on s'entend, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. OK? Il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur. OK.
Donc, mettons que le biological nurturing ne marche pas super bien. OK? Donc, aider un bébé. Bien, c'est. Ouais, j'ai eu comme une espèce de feeling. Je suis désolée. Là, je suis incapable d'ouvrir. La bouteille est tellement moche. Pardon. Donc, aider un bébé pour qui c'est plus difficile, bien, pourquoi pas? OK? Si le bébé a un petit peu de difficulté, on va l'aider. Ce n'est pas de prendre le bébé là puis de le mettre au sein. C'est de trouver où c'est un peu plus difficile puis comment on pourrait l'aider. Donc, on met le bébé en peau à peau verticale. On va laisser le bébé chercher, descendre par lui-même. On va plisser la peau de l'aréole dans le même sens que la bouche. Donc, admettons, OK, que j'ai mon bébé ici. Mon bébé va cogner, je vais le placer comme ça, je vais le prendre dans ma donne inversée. Comment je devrais placer ma main pour être dans le sens de la bouche? Comme ça? Comme ça? Par en dessous. Oui. Le bébé, sa bouche, elle ouvre comme ça. OK? Donc, on va se mettre... Ici, on ne voit pas grand-chose. Ici, c'est peut-être un peu plus confortable. On va plisser un petit peu la peau. On n'écrase pas le sein. Si on écrase comme ça pour faire l'hamburger, comme souvent on l'entend, on tire sa peau. OK? On veut que le bébé amène le mamelon jusqu'au palais mou, mais on tire dessus. On est complètement contre-productif en écrasant. On lui donne du mou seulement. Vous allez avoir des vidéos. OK? On va emmener le menton du bébé sur l'index. Parce que si on touche un bébé ici, OK, il fait quoi? Il fait ça. Puis tant qu'on laisse notre doigt là, 8 secondes, maintenant. 12, non? 8. Il va rester vert. On va avoir du temps. Si le bébé il est là, puis on attend qu'il ouvre la bouche, puis on le plaque. Un, il a le temps de fermer la bouche, et deux, c'est un peu violent. Je dis ça de même. OK? Puis on va attendre qu'il ouvre la bouche. On ne va pas y ouvrir la bouche. On va s'appuyer. On amène le menton du bébé sur notre index. Quand il ouvre la bouche, on fait juste rabattre. OK? On est toutes proches en proximité. On a juste à faire tout. Puis on va y tenir plisser un petit peu. Donc, je vais vous en montrer un. Ça, c'est un petit bébé qui, s'il ne prenait pas le sein, il s'en allait à l'hôpital. Il est en perte de poids. Il est à 20 jours et il est toujours sous son poids de naissance. Puis ce bébé-là était apparemment très fatigué. Moi, j'ai trouvé qu'il était très enfant. Dès qu'on le met en peau à peau, tout d'un coup, épalaille! Et pourtant, ce bébé-là n'avait aucun réflexe de succion. Moi, quand j'arrive, je donne le topo sur ce qu'on me dit. Je vais toujours me tasser, excuse. OK? Il y en a un autre qui va être beaucoup plus clair. C'est bon? Ça, c'est mon camping l'été. Donc, quand le bébé cogne, il cherche, on va le passer, on va le garder collé. On va venir y chercher les oreilles, pas la tête. Si on pousse sa tête d'un bébé, il va vouloir faire ça. OK? Donc, le rond de la main va venir s'appuyer à la base du crâne, puis on va ramasser les oreilles. Savez-vous pourquoi que le bébé a les mains dans le chemin? Parce que ça a été trop long. OK? Puis le bébé était trop loin. Fait que là, à un moment donné, là, il essaie de s'agripper. Quand ça arrive, on prend le bébé, on leur fait juste le remonter ici. Il va faire « Oh oui, je sais où je suis rendu. » Puis il va redescendre. OK? Bien, c'est parce que là, on a un bébé, on a une maman qui est engorgée, mais là, vous n'avez pas l'histoire. Moi, c'est toujours des cas un peu compliqués. Là. On a une maman qui est engorgée, qui ne veut plus allaiter parce qu'elle a tellement mal. As-tu l'air d'une maman qui a eu mal, là? Non. Fait que c'est sûr que moi, les films que je vous montre, c'est toujours des cas hyper problématiques. Si on laisse le bébé tout croche, là, puis ça fait pas mal à la mère, pourquoi qu'on s'en mêlerait? La mère qui a mal,
il faut comprendre pourquoi qu'elle a mal. Mais si on a un bébé là, qui fait tellement longtemps qu'il ne sait plus comment téter parce qu'on l'a tellement mélangé, il faut faire un reset dans le bébé. OK? Puis il y a des pitons reset. Le seul qui a oublié, c'est mute. Lui, on ne l'a pas. OK? Fait que c'est sûr que ça, cette technique-là, c'est pour aider un bébé pour qui c'est difficile. Okay? On n'applique pas ça. Là. Ce que je vous donne là, c'est pas faites ça à tout le monde, puis de doigt dans le nez, ça va bien aller. Là. Un bébé pour qui c'est un peu plus difficile, on va le remettre en position verticale, on va le laisser cogner, on va le laisser descendre, puis on va essayer de l'aider à se structurer au sein. OK? Ça se peut qu'on ait tellement mélangé ce bébé-là qu'il a fini par être mélangé. Il n'y a pas de confusion synthétine. Il y a juste un bébé qui s'adapte à trop d'interventions. Oui. Non, vous pouvez, les mamans peuvent aller les voir sur mon site, mais si j'apprends qu'il y en a un qui a été téléchargé ou pris, je les enlève. OK? Non. Ah oui, le lien, ils peuvent aller voir. Ils peuvent aller voir. Oui. Puis le lien est écrit quelque part à un moment donné. OK? Donc, ce bébé-là, on l'a juste réorganisé. On lui a tout redonné la chance de faire toute la séquence qui viendrait dans le biological nurturing. Mais on l'a fragmenté. OK? Puis, ben oui, cette technique-là, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais tu as une mère qui peut allaiter sans douleur. Dans 4 jours, elle ne le fait plus, là. Parce qu'on a un bébé qui a réappris à bien prendre le sein. OK? Donc, de l'approche. Donc, on plisse la peau de l'aréole. On appuie le menton. Dès qu'elle a touché au menton du bébé, OK? Puis elle garde à tatiner. Elle va garder l'aréole plissée. OK? Parce que là, elle est engorgée. Si elle lâche trop rapidement, la peau va faire choup! Puis il va revenir au bout. Ah oui, je sais. C'est pas le biological nurturing. La mère est en train de donner une tétée sans douleur. La prochaine tétée, elle va peut-être encore faire cette technique-là, sans douleur. Dans 2 semaines, elle va t'appeler, ça va super bien. OK? Puis elle ne fera plus, cette technique-là. Mais c'est pour aider ce bébé-là dans cette condition-là. Ça, c'est pas miraculeux, là. C'est pas un vaccin contre les freins de langue, c'est pas un vaccin contre les réflexes nauséeux, c'est pas un vaccin contre les effets des forceps, là. OK? Mais un bébé qui aurait eu des interventions, un bébé qui a un petit peu de difficulté, ce truc-là fonctionne bien parce qu'il décompose ce qui serait physiologiquement attendu pour lui. On y va en petits fragments. C'est sûr que les mamans, moi, que l'allaitement va bien, ils viennent. Il n'y a personne qui m'invite à prendre un café. Là. Il n'y a personne qui me paye pour aller prendre un café. Là. Moi, des histoires d'allaitement qui vont bien, j'en ai pas. Là. T'sais. Donc, l'engorgement des premiers jours. L'engorgement, ce n'est pas la montée laiteuse. Fait que il y a plein de mamans qui disent « Ah, moi, je n'ai pas eu ma montée laiteuse parce qu'ils n'ont pas eu d'engorgement. » L'engorgement, c'est un effet secondaire poche. On pourrait tous s'en passer. Des fois, c'est une mauvaise gestion de l'allaitement. Des fois, c'est juste tes hormones. Là, tu viens d'accoucher tes hormones dans n'importe où dans ton corps. Et là, tu t'accotes la tête, puis 20 minutes après, tu fais « My God! » OK? On fait quoi? Oui, j'ai vu des mamans, moi, j'ai fait comme... Arrivé chez nous, là, il y a une madame, j'ai-tu le temps? Ça, c'est tellement drôle. Je travaille beaucoup avec les Juifs orthodoxes dans Outremont, parce qu'un coup, tu rentres dans leur communauté, puis ils t'aiment. Il n'y a que toi. Fait que là, je demande à roulotte, écoute, comprends-tu que mes enfants étaient tout petits? Et là, elle débarque avec son mari, parce que moi, je ne veux pas rentrer à Montréal, pas question. Fait qu'elle s'en vient avec son mari. Écoute, les enfants rentraient dans la roulotte, sortaient. Là, j'ai la mère avec les seins, là, bleus. Engorgée jusqu'aux oreilles. Ça m'a pris 3 heures à tirer le lait goutte à goutte pour en libérer un peu. J'ai envoyé le mari chercher des feuilles de chou.
Mais là, c'est parce que le sabbat, le lendemain, elle ne peut pas me téléphoner. Là, on a fait toute une stratégie. Le sabbat, le lendemain matin, ils n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone. Ni d'ouvrir les lumières, parce que c'est des juifs orthodoxes. Donc, fait que là, on avait toute une stratégie. Fait que là, si sa voisine m'appelait à 7 heures, parce que là, elle avait fait, en tout cas, c'était vraiment délicieux. Mais on est encore amis parce que ça avait été tellement une expérience. On se parle régulièrement et j'ai vu toutes ses amies à l'été et je suis assurée d'être en 2-3 mariages aussi. Fait que... Mais ils se marient le mardi. C'est fou, ils font toujours une affaire le mardi. En tout cas, c'est bien cool. C'est bien bon la bouffe. D'accord. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent, on va lire, si tu es engorgé, tire du lait, ça ne fait pas de sens. Pas avant de faire ta mise au sein. OK? Oui, après, ou pour te soulager. Mais si tu veux te servir du bébé, ne tire pas du lait parce que ton lait va appeler encore du lait, ça va dégouliner de partout, tout va glisser. Alors, il y a la... Excusez, j'ai oublié de peser sur mes pitons. Technique de la reverse pressure softening. Je m'excuse, pas une mère qui est engorgée, là, mais besoin de la cause, on va faire semblant, OK? Donc, vous avez une maman qui est très engorgée, puis le bébé n'est plus capable de prendre l'aréole, puis même le truc de ratatiner ou de plisser, c'est tellement dur comme la roche que le bébé ne peut pas s'attacher. Ça, c'est disponible sur Internet, cette technique-là. Vous pouvez l'imprimer. Donc, l'idée, c'est vraiment juste de mettre 2 doigts sur le mamelon et pousser, chaque côté du mamelon, puis pousser le lait vers la cage thoracique. Fait que l'aréole qui est toute bombée, toute engorgée, puis on pousse le lait, elle va être molle. On va pouvoir la plisser, mettre le bébé au sein, mais on va tenir jusqu'à ce que ça... OK? Ça, la technique est expliquée. Vous pouvez mettez Reverse Pressure Softening sur Internet. Il y a une belle feuille, c'est tout expliqué avec des dessins. Je ne pense pas qu'elle est en français, mais peut-être que je pense que Jack, il l'a traduit. Sur le site de Jack, là, il y a plein d'affaires qui ont été traduites. Je pense qu'elle est traduite. OK? Sinon, elle est sur mon site Internet avec les photos et les explications. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Vous irez voir. Les doigts comme ça ou comme ça? Les deux. OK. Oui, une maman qui avait pris un CD. Il y a un trou dans un CD. Dans le CD, tchouk! Tu peux le faire avec tous tes doigts comme ça. Ben, un CD, moi, je trouve que c'est une bien bonne idée. Je dis, maudit, j'aurais dû y passer tout seul. Et elle va passer. OK? Puis là, vous réutilisez ce truc-là, mais vous tenez plissé tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. OK? Jusqu'à ce que le sein vraiment ramollisse. On tient ratatiné, on n'écrase rien. On fait juste donner du mou. OK? C'est comme si j'écrase, je prends ma main, puis je viens chercher la peau sur ma main, je tire ici, puis moi, je suis à contre-travail de toi, tu ne peux pas venir la chercher. Si je fais juste te donner un peu de mou, j'écrase rien. C'est vraiment la peau, là. Imaginez, c'est comme si on veut pousser sa glande, mais tirer sa peau. Fait que c'est vraiment donner juste un peu de mou. Fait que le bébé est capable de s'accrocher, il va rester latché, le mamelon va pouvoir aller loin, la mère, elle n'aura pas de douleur. Le but, c'est que la mère n'ait pas de douleur. OK? Il ne faut pas toujours faire ce qui est écrit dans le livre, il faut faire ce qui fait du sens. Donc, avant de faire quelque chose, se demander, ça fait-tu du sens? OK? Si ça ne le fait pas, bien, faites-le pas. Quand on ramène vers la cage thoracique, on ramène juste ici ou on peut... On ramène quoi, là? Quand il y a la pression, c'est du lait, on remonte vers la cage thoracique? Oh, tu fais juste pousser comme ça. OK. Comme ça. L'idée, c'est de le lait qui est tout dans la zone de l'aréole, on le pousse plus loin, là, on le pousse vers la cage thoracique. Fait que un CD, n'importe quoi, ce qu'on veut, mais pas quelque chose qui va écraser le mamelon. Non, c'est une pression. C'est comme ça, par là. OK? Donc, mon petit truc pour faciliter la prise du sein et la reverse pressure technique, c'est sur mon site Internet. Vous n'avez absolument pas le droit de copier. Et si ça vient à mes oreilles que
quelqu'un, mais je ne dis pas que c'est vous autres qui allez faire ça, mais si j'apprends que n'importe qui a pris une des vidéos, je les enlève toutes. C'est dommage parce que moi, j'aide plein de mères avec ces trucs-là. Je dis à la mère, va voir sur mon site, puis va essayer ça, puis je suis au téléphone avec, puis parce que, tu sais, j'ai beau y expliquer au téléphone, là, mais là, je me taponne, là, puis elle ne me voit pas. Dans mon char aussi, en passant, je me promène. Puis là, j'ai l'air une vraie fois. Oui, oui. Ben oui. Mais c'est parce que moi, ça ne m'énerve pas, me taponner, là. Mais des fois, je fais ça au téléphone, tu sais, j'étais avec la main libre, puis je conduis, puis là, je suis là, puis là, je me dis, ah, là, tu arrives à la lumière, puis tu as le gars d'à côté qui te regarde. Tu fais, ah. Déjà que tu as l'air d'un débile parce que tu parles tout seul. Après ça, tu es un débile qui se parle tout seul, qui se pogne les seins. Wouh! N'est-ce pas? Ah. Oh my God, là, ça va être encore pire. Je vais avoir une image encore plus épouvantable de moi-même. OK, donc, ce que je dis quand j'ai le privilège d'avoir les mamans prénatales, ce que je vais lui dire pour l'aider, protège l'homéostasie de ton bébé. OK? Je vais y expliquer. Laisse ton bébé en peau à peau. Fais-y confiance. Donne-y du temps. Il va y aller. C'est pas parce que s'il est 2 heures puis c'est l'heure, peut-être qu'à 2h05, ça va être tenté, mais à 2h02, non. Peux-tu attendre jusqu'à écart? OK? Si ton bébé a besoin d'un petit coup de pouce, là, si tes mises au sein font mal, aide-le, c'est correct. On peut aider. Puis après ça, vous se demandez, mais pourquoi ce bébé-là, il fait mal à sa mère? Puis là, après ça, on dit, ah, ce bébé-là, il a un frein de langue. Ou, ah, ce bébé-là a un réflexe nauséeux. Ou, ah, ce bébé-là a un trauma de naissance ou un torticolis congénital. Et là, on va intervenir, puis on va faire quoi? Entre le moment où on va faire l'intervention avec un ostéo, avec un amite, un chiro, ce que vous voudrez, bien, on va trouver une façon pour patcher l'allaitement, pour qu'elle aille pas mal, puis ça va protéger son allaitement et sa santé mentale. OK? Dites aux mères de ne pas attendre ou d'être au bout du rouleau avant de demander de l'aide. Puis, écoute pas ta belle-mère. Elle est facile, c'est pas grave, elle est fun. OK, ce que je montre à une maman en premier, c'est le truc. Je me dis, si ça va pas bien, essaye ça. Parce que ça se peut qu'il soit vendredi 11h et que je suis ailleurs. Fait que, il faut qu'elle sache cette affaire-là avant. OK? Puis après, je vais lui montrer ça. Donc, ça, c'est une position absolument impeccable, OK? Pour stabiliser un bébé. Le bébé, il est très collé sur sa mère. On ne pousse pas en arrière de la tête. Le rond de la main est à la base du crâne. Il pourrait être même mieux que ça. On ne voit pas les lèvres du bébé, puis le bébé y avale. OK? Si vous passez votre temps à dire, va voir si les lèvres du bébé sont retroussées, les gens, ils font quoi? Ils tirent sur le bébé. Puis ça fait quoi? Bien, ça admet que le bébé va têter sur le bout. Ah, ça fait mal. Ben oui. Pousse le bébé. OK? Les lèvres retroussées, là, c'est une ânerie. OK? C'est pas grave qu'il n'ait pas ses lèvres retroussées. Il ne tète pas avec ses lèvres, il tète avec sa langue. OK? Si on tire dessus, bien, voir ses lèvres retroussées, il va faire « Ah non, je ne veux pas le perdre, moi. » Il va se les détrousser, ses lèvres, parce que là, on essaie d'y enlever, fait que lui, il va... Puis là, ben là c'est sûr, ton bébé n'a pas les lèvres retroussées. Ah oui, mais ne tire pas dessus le bébé, ça va aller mieux. OK? La déglutition, on ne l'entend pas. Il faut faire super attention. Tu en as qui avalent fort, d'autres pas du tout. Ce qu'on va chercher, c'est la pause. Fait que le bébé, il tète comme ça. Tout. Quand il y a assez de lait ici, il va inspirer. Le palais mou va lever un petit peu. Le fond de la langue va descendre. Déglutition. Referme. La pause dans la respiration, ça, c'est une déglutition. Ça, on est sûr. Parce qu'on ne peut pas avaler puis déglutir en même temps parce qu'on va s'étouffer. OK? Fait qu'on veut un bébé bien placé, que son cou soit ouvert. T'sais, pas un bébé qui tête de main. Penchez votre tête de main. OK?
essayez de téter. Vous êtes obligé de vous lever la tête, hein? Parce que ça ne descend pas. Ce qui est mobile dans la tétée, c'est le menton. OK? Fait qu'on veut un bébé ouvert. Quand on avale, on n'aurait pas idée d'avaler de même non plus. Puis, mettez-vous de même, là, puis essayez d'avaler de l'eau. Vous allez voir, ça passe bien de travers. Fait qu'un bébé, là, la mère qui se lève le sein, puis que le bébé comme ça, parce qu'on lui a dit de faire un C, puis après ça, on dit mets-toi dans le sens de la bouche du bébé. Les mères, au lieu de tourner leurs mains, ils tournent la tête des bébés. Fait que là, tu arrives avec des bébés en banane, comme ça. Ben, en tout cas, comme ça. En tout cas, comme ça. Hey, c'est difficile de téter comme ça. OK? Fait que pensez quand vous buvez de l'eau. Qu'est-ce que vous faites quand vous avalez? Si vous n'êtes pas confortable pour avaler, là, ça va être difficile d'avaler. Bien, le petit bébé, il n'est pas au courant, là, qu'il faut qu'il avale pour maintenir sa vie. Lui, il fait ça sur un réflexe, là. OK? Mais je pense qu'on a fini. Aïe, ça accroche. Avez-vous appris quelque chose? Phew. OK, on va faire des questions. Là, il est moins 20, on se donne, on a 20 minutes. Si vous avez des questions, vous allez vous avancer. Pas besoin. OK, mais alors vous allez parler fort, comme ça, ça va être capté, puis j'aurai pas besoin de répéter, fait qu'on va tout avoir l'air moins niaiseux. Parlez très fort. Vas-y, on va... Le plus rapidement possible. Puis après ça, le plus souvent possible. Si la condition de la maman va bien, puis il faut que le bébé parte rapidement. Bien, si on est capable d'extraire le colostrum là, tout de suite après l'accouchement, il est beaucoup plus disponible. Il est tout là. Pour en profiter. Après ça, il va être réabsorbé par le corps, puis ça va être beaucoup plus difficile d'aller en chercher d'autres, là. OK? Mais le colostrum, là, 4-5 gouttes, faut faire une fête, là. Faut faire « Wow, c'est le fun, merveilleux », là. OK? Je vous ai mis... Vous allez avoir, pour celles qui vont demander le PowerPoint, là, vous allez l'avoir ici, la procédure pour extraire le lait en prénatal pour une maman. Mettons qu'une maman qui ferait du diabète, elle pourrait avoir le goût d'avoir des seringues de colostrum. Mais l'enseigner, la technique, ça peut être fait n'importe quand en prénatal. L'idée, c'est que la mère développe son habileté pour que si le pire arrive, qu'elle soit outillée. Parce que, s'il arrive quelque chose, puis quelqu'un part avec ton bébé, t'es ses nerfs, là, ça ne tente pas d'apprendre une technique, là. OK? Faut que tu sois déjà préparé. Ça va? C'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la ventilation, hein? C'est assez intense. J'avais une question, mais c'est plus ton feeling personnel. Mais qu'est-ce que tu réponds à des mères qui t'arrivent en consultation te disant que les infirmières ou peu importe la personne qui les a aidés a dit que leur bébé était paresseux? On entend ça souvent. Ah, mais ton bébé est paresseux, mais mon bébé. Tu sais, je veux dire, ça rentre dans la tête des mères. Ben, je sais. Mais aller en peau à peau, tu vas voir qui va y aller. Fais-y improviser. Au lieu de dire, non, mais là, les bébés sont pas paresseux, on va juste y prouver que le bébé peut faire autre chose. OK? Le bébé, il veut vivre, là. On s'entend, là? Fait que c'est sûr que donner une étiquette au bébé, ben, faut y prouver au papa le contraire. Donc, mets-les en peau à peau, fais ta ligne de lait, tu vas voir qu'il va y aller. Un bébé, c'est vrai qu'il va se décourager au sein. Tu sais? Parce que s'il est mal attaché, puis il tête, puis il ne reçoit pas de lait, c'est quoi le point? Si je vous invite à venir souper chez nous, là, je vous invite toute la gang, OK? On s'en va tous souper chez nous, puis je vous invite à manger une paella. Et je vous donne le riz à coût de 400 grains. On en a pour un petit bout. OK? Bien, allez-vous rester jusqu'au dessert? Vous m'amenez, vous allez dire, ça allait, j'ai plus faim. OK?
Bien, le bébé, c'est la même chose. Le bébé, il ne sera pas paresseux s'il est récompensé. T'sais? Fait que des fois, pour aider un bébé à soutenir la tétée, on va faire la compression. On ne fait pas la compression parce que le bébé est paresseux. On va faire la compression pour encourager le bébé à soutenir sa tétée. C'est la carotte ou le bâton. La débarbouillette, c'est un bâton. La compression du sein, c'est une carotte. Le bébé répond mieux aux carottes. OK? On répond toutes mieux, nous autres, au chocolat. Fait qu'il faut travailler avec nos bébés. Il faut inviter le bébé à venir téter. Puis si le bébé il est paresseux, puis il se décourage, puis il s'endort au sein, c'est parce qu'il y a une raison. OK? Le transfert de lait n'est pas suffisant. Tu ne peux pas dormir puis avaler. Ceux qui ont des réflexes d'éjection, un peu costauds, vous déjà un bébé s'endormir pendant un réflexe? Et qu'on est ouvert. Hein? S'il n'y a pas de transfert de lait, là, ben, ça se peut que tu te décourages, hein? Ben, le bébé aussi. Si vous venez manger du riz chez nous, puis je vous donne 5 grains de riz dans votre assiette, au bout de 5 assiettes, vous êtes bien découragé. Puis vous ne reviendrez plus manger chez nous. Mais c'est une bonne façon de plus avoir de visite. Ça va pour ça, c'est clair de travailler avec les bébés plutôt que contre les bébés? Puis la ligne de lait, là, c'est super efficace. Ça, les bébés, ils allument là-dessus, là, ils descendent, là. Piou! Puis là, les parents font « Ah! Wow, il est donc bien bon, mon bébé! Hein? Oh oui, il est bon! » Là, tu fais « Oui. Tous les bébés de la Terre sont capables de faire ça. » Mais là, ils sont impressionnés là, de voir ça, là, que il est capable, leur bébé est capable de faire ça tout seul. As-tu d'autres questions? Mon Dieu, ou je te plate, ou je te claire, et on a fini en avance. Merci beaucoup.